Tandem TV, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui exceptionnellement à la place habituelle d'Aurore pour un nouveau duo de doc avec nos deux médecins préférés, le docteur Wolf et le docteur Epstein. Bonjour docteurs. Bonjour Galit. Comment vous allez? Bonjour Galita. Très très bien. Bon, alors aujourd'hui, les docs, nous allons aborder un problème qui touche surtout les enfants. Et c'est donc à toi, docteur Wolf, que je m'adresse en ta qualité donc, de pédiatre pour te laisser le soin donc, de nous présenter notre sujet du jour qui est l'énurésie. Alors, qu'est-ce que l'énurésie, cher docteur? Alors, énurésie, c'est tout simplement le fait de faire pipi au lit. Est-ce que tu as fait du latin ou du grec? Et non, ni l'un ni l'autre. Alors, j'ai pas fait de grec, j'ai fait du latin. Et donc, je vais m'avancer juste sur ce point-là. Ça vient de énurésie, ce qui veut dire être incapable de retenir son urine. Donc, l'énurésie. Très bien. Alors, le pipi au lit, c'est chez les enfants en bas âge, en général. C'est quelque chose de normal quand on est tout petit de faire pipi au lit. Donc, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que ça devient une pathologie? Eh bien, je vais te retourner la question, Galit. À ton avis, à partir de quand tu penses que ça devient anormal de faire pipi au lit? Alors, de mon expérience de maman de 4 enfants, je dirais à partir de 4 ans. Eh bien, Galit, c'est ce que pensent justement tous les mamans. 4 ans, eh bien non, par définition, l'énurésie, c'est à partir de 5 ans. Et encore, si l'enfant continue à faire pipi au moins 2 fois par semaine. Quand toutes les mamans viennent nous dire, docteur, écoutez, il a déjà 4 ans, il fait encore pipi au lit, mais madame, c'est tout à fait normal et il est très probable que ça rentre dans l'ordre tout seul. Alors, c'est rigolo, c'est parce que je pense qu'on est conditionné, parce que pour mettre les enfants à l'école à 3 ans, on nous presse de les rendre propres, donc peut-être un peu trop tôt. Il y a une finalement. forte pression, mais là, on parle du pipi au lit. On n'est pas encore dans le cas d'un enfant qui fait encore pipi en journée. Oui. En général, ça s'arrange dans un premier temps et ensuite seulement les pipis pendant la nuit. Alors, au-delà de 5 ans, c'est rare ou c'est fréquent, Alors, finalement? c'est une très bonne question. Si je te dis, par exemple, un enfant entre 5 et 8 ans, à ton avis, combien il y a d'enfants qui sont étiquetés de faire pipi au lit, d'avoir de l'énurésie nocturne entre 5 et 8 ans? Sur les 4, j'en ai pas eu. Donc, je ne peux pas te dire, je ne sais pas, peut-être 1 sur 5. 1 sur 5, ça fait 20%, c'est 20%, beaucoup. ouais. Non, 10%. Entre 5 et 10% des enfants jusqu'à l'âge de 8 ans font encore pipi au lit. Jusqu'à l'âge de 12 ans, on est à peu près à 3%. Et figure-toi qu'il y a encore à peu près 2% des ados qui font encore pipi au lit. Ah oui. 2%. 2%. Jusqu'à 2%. Et est-ce qu'il y a différents types d'énurésie? Il y a 2 types d'énurésie. Il y a ce qu'on appelle l'énurésie primaire et l'énurésie secondaire. C'est important de faire la différence entre les 2 types d'énurésie parce que ça va nous aider un petit peu au diagnostic, à la recherche de la cause et donc à la prise en charge. L'énurésie primaire, c'est quand un enfant, depuis la naissance, donc jusqu'au diagnostic d'énurésie, n'a jamais été sec la nuit pendant au moins une période de 6 mois. L'énurésie secondaire, c'est un enfant qui a été propre vers 3 ou 4 ans et tout d'un coup, vers 5 et 6 ans, se remet à refaire pipi pendant la nuit. Et c'est génétique, c'est dû à un traumatisme, ça peut venir d'où finalement? Est-ce que c'est génétique? Ce soir, on va jouer aux questions-réponses. À ton avis, d'abord, oui, c'est héréditaire, on va dire ça comme ça. D'accord. À ton avis, si un des 2 parents faisait pipi au lit, au-delà de l'âge de 5 ans, quel est le risque, le pourcentage de risque que l'enfant fasse pipi au lit également? 50%. Oh, 44, pour être précis, pas mal. Et si les 2 parents ont fait pipi pendant la nuit Tu m'as dit au-delà de 5 ans? 44, je dirais 80%. Pas mal, 77. Alors, Donc c'est fréquent. qu'est-ce qui peut provoquer? Parce que tout à l'heure, enfin, moi, je me pose la question, en préparant cette émission, je me suis posé la question des causes psychologiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut provoquer, par exemple, la peur, une peur, la nuit, du noir, enfin, peu importe, une cause psychologique? Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer l'énurésie, notamment une cause qu'on appelle une cause psychologique. Tu parles d'une peur, alors ça peut être une peur à l'école, par exemple. On n'oublie pas que 5 ans, 6 ans, c'est l'âge auquel on rentre en Kitalef ou au CP. Donc, il y a cette crainte-là. Ça peut être des situations un petit peu stressantes aussi à la maison. Ça peut être un divorce, ça peut être malheureusement un décès, ça peut être l'arrivée d'un nouveau bébé qui peut causer un stress chez l'enfant. Donc, effectivement, il peut y avoir des causes de type psychologique. Au-delà des causes psychologiques, il y a des causes aussi évidemment physiologiques. Tout simplement, un enfant qui boit beaucoup ou de trop même pendant la journée et qui n'évacue pas. Un truc classique, Galit, les toilettes sont sales, l'enfant en journée se retient beaucoup, la vessie se remplit et ne vide pas suffisamment le soir sa vessie et puis la nuit, boum, ça déborde.
Il y a des causes de type constipation. Quand l'ampoule rectale, par exemple, est trop remplie, ça un petit peu stimule, ça irrite un peu la vessie se contracte. Pipi au lit. Les enfants, et ça je suis sûr que tu en as entendu parler, qui dorment profondément, très très profondément, eh bien, il y a un besoin de miction, ils ne se réveillent pas, boum, pipi au lit. Et puis des infections. Une cystite, une infection urinaire, et puis il y a d'autres maladies un peu plus lourdes, évidemment le diabète sucré, le diabète mellitus, le diabète insipide, où il y a un problème avec ce qu'on appelle l'hormone antidiurétique, qui est l'hormone qui contrôle un petit peu le volume de liquide dans le corps. C'est une hormone qui est produite au niveau du cerveau, par l'hypothalamus, qui est stockée toujours au niveau du cerveau dans l'hypophyse, et puis en fonction du volume d'eau et en fait plus directement de la concentration en sodium, va dire au rein, mon ami le rein, là je me sens un petit peu sec, retiens l'eau. Ou au contraire, c'est bon, il y a suffisamment d'eau, on peut y aller. Et quand il y a un problème avec cette hormone, par exemple on n'en produit pas assez, eh bien le corps ne retient pas l'eau et la nuit on peut être amené à faire pipi. Ou alors s'il y a un problème au niveau du rein, l'hormone est bien produite, mais le rein, lui, ne comprend pas le message, et donc on arrive au même résultat. Donc effectivement, il y a plusieurs causes, et c'est le rôle du pédiatre en particulier, à essayer de dénicher la raison et de prendre en charge correctement l'enfant. Alors, je vais m'adresser maintenant au docteur Erfstein, parce que pensez pas qu'on vous a oublié, docteur Erfstein. Non. J'écoute avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous, ce qui m'intéresse, c'est chez l'adulte. Est-ce que chez l'adulte, c'est la même définition de l'énurésie que nous a donnée le docteur Wolf pour l'enfant? Est-ce que ce sont les mêmes causes, les mêmes symptômes, la même maladie finalement? Alors, chez l'adulte, c'est un peu l'inverse. Autant chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle des troubles fonctionnels, c'est-à-dire qu'a priori, quand un enfant fait pipi au lit, vous avez beau le passer scanner, IRM, scintigraphie, vous ne trouverez jamais rien. Il n'y a pas de problème, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin, un peu impalpable. Autant chez l'adulte, c'est un peu l'inverse. Alors, il existe effectivement, comme chez l'enfant, des causes fonctionnelles, parce que souvent, vous avez des enfants énurétiques qui vont devenir des adultes énurétiques. Des enfants qui font pipi au lit, ça donnera à des ados, des adultes qui font pipi au lit. Bon, vous êtes tous beaucoup trop jeunes. Quoi qu'en Israël, quand même, si vous avez problème de service militaire. Parce que moi, de ma génération, il y a beaucoup de gamins qui ne faisaient pas l'armée, parce que justement, un des grands prétextes d'exemption, c'était dire, voilà, je suis énurétique, je suis encore pipi au lit. Donc, dans une caserne, c'était pas terrible. Maintenant, chez l'adulte, c'est un problème qui est un peu différent, parce que l'énurésie est très liée à ce qu'on appelle l'incontinence. L'incontinence, c'est l'incapacité de retenir ses urines, même d'une manière parfaitement consciente. C'est-à-dire que vous êtes en activité tout à fait normale, et voilà, ça coule, vous faites pipi dans votre culotte. Alors, il y a tout un catalogue, je vais le faire assez rapidement, parce qu'on n'est pas là pour faire de la physiopathologie de pointe. Bon, il y a effectivement des problèmes psychiatriques, des problèmes psychologiques, psychiatriques, où on peut refaire pipi au lit. C'est ce qu'on appelle l'énurésie secondaire, donc c'est quelqu'un qui était parfaitement normal, qui se remet à faire pipi au lit parce qu'il y a un divorce, un licenciement, enfin un gros problème dans sa vie. Vous avez aussi le truc qui est assez, alors ça peut vous arriver à n'importe qui. Vous avez envie de faire pipi parce que vous avez pas mal picolé avant de vous coucher, et vous rêvez que vous êtes devant les toilettes. Et bam, voilà, on fait pipi au lit. Ça arrive. C'est pas non plus très fréquent, mais on sait que ça peut arriver. Bon, c'est vraiment un épiphénomène. C'est un épisode qui est quand même très isolé. Le diabète, exactement les mêmes causes que chez l'enfant, parce que le diabète donne ce qu'on appelle le syndrome polyuro-polydipsique, le diabète sucré. C'est-à-dire qu'on a la glycémie qui augmente, et à ce moment-là, on a soif, on boit, et puis plus on boit, plus on a envie de faire pipi, et à ce moment-là, ça peut provoquer de l'incontinence, et quand on dort, également donc de l'énurésie. Après, il y a des causes qui sont moins marrantes, maladie d'Alzheimer, le Parkinson, les scléroses en plaques, avec des troubles de la commande neurologique, où les gens ne sentent pas qu'ils ont envie de faire pipi. Vous avez certains liquides qui sont très agressifs pour la vessie, qui peuvent provoquer cette incontinence, donc ce pipi au lit, chez l'adulte, le café, le thé, et puis l'alcool, bien sûr. C'est-à-dire les gens qui sont un peu... on est tous passé par les urgences de l'autre côté de la barrière, côté médecin. On nous a tous ramené des types qui avaient un peu fait la fête en coma éthylique, et naturellement, ils se sont fait pipi dessus. Certains médicaments également peuvent provoquer une énurésie. Alors, les somnifères, la même cause que chez l'enfant. Quand l'enfant dort très profondément, il ne sent pas l'envie de faire pipi. Chez l'adulte, c'est la même chose. Les somnifères, les neuroleptiques, les antiépileptiques, les morphiniques, les antalgiques aussi majeurs, qui peuvent provoquer également une déconnexion un petit peu, et on ne sent plus l'envie de faire pipi. Comme chez l'enfant, la constipation, parce que le côlon, l'ampoule rectale vient comprimer la vessie,
et ça donne envie de faire pipi. Et puis chez les messieurs, la chirurgie de la prostate. La chirurgie de la prostate qui peut provoquer également ces troubles nocturnes. Alors, il faut bien aussi comprendre une chose, c'est que passé 75 ans, vous avez 30% des personnes, quel que soit le sexe, qui sont incontinents, donc potentiellement énurétiques. Hum. Et là, effectivement, est-ce qu'il y a des choses à faire pour ces personnes-là de plus de 75 ans, ou c'est juste on achète les couches pour adultes? Malheureusement, déjà, traiter la cause. S'il y a une cause qui est identifiée, bon, alors arrêtez de boire d'alcool, arrêtez de café, bien équilibrer son diabète. Bon, pour ce qui est des maladies comme Alzheimer, Parkinson, ça devient déjà beaucoup plus problématique. La constipation, évidemment, elle a aussi lutté contre la constipation. Mais à partir du moment où on a une incontinence, donc une énurésie, qui est liée à l'âge ou des maladies qui sont un peu plus sérieuses, malheureusement, la seule chose à faire, il existe des traitements qu'on appelle des anticholinergiques qui renforcent un peu le travail de la vessie de manière à éviter de faire pipi au lit. Et puis sinon, malheureusement, c'est les couches, les couches et se garnir pour éviter justement d'avoir ces désagréments. Bon, c'est pas rigolo, ça j'en suis parfaitement conscient, mais on n'a pas vraiment de solution majeure. Je dis certains traitements peuvent donner des bons résultats, mais malheureusement, rapidement, on est en situation d'échec et la seule solution, c'est de se protéger. Ouais. Alors, docteur Wolf, une fois que le diagnostic est posé chez l'enfant, quel est le bilan qu'il faut à réaliser? Quelles sont les mesures à prendre après? Alors, là, il n'y a pas d'énorme bilan à faire. D'abord, ce qu'on appelle une bonne anamnèse, donc un bon interrogatoire des parents, notamment pour aller essayer éventuellement de chercher une cause psychologique, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un stress qui peut provoquer ça chez l'enfant, et donc essayer de le corriger à la source. Après, s'il y a une cause évidente comme la constipation, c'est traiter la constipation. Les deux examens qu'on fait de manière très classique, c'est une culture urinaire, un ECBU, aller rechercher une infection urinaire, et aussi une échographie de tout le système urinaire, voir s'il y a un problème au niveau de la structure des reins ou de la vessie. Ce sont les deux examens principaux qu'on est amené à faire. Pareil chez l'adulte, docteur Erfstein? Oui, bien entendu. De toute façon, quand quelqu'un commence à avoir des troubles urinaires, alors on peut faire un bilan urodynamique, ce qui permet d'évaluer un peu le tonus des sphincters, des muscles qui ferment la vessie, et puis naturellement chercher des causes neurologiques par une IRM cérébrale, puisque vous avez des maladies neurologiques qui donnent des troubles sphinctériens où on retient pas les urines. Donc là, on a un bilan quand même qui est un peu plus pointu, avec des recherches de causes. C'est plutôt des diagnostics d'élimination, c'est qu'on élimine des diagnostics qui sont un peu sévères pour arriver dans les 30% de personnes qui, au-delà de 75 ans, ont des troubles urinaires. Alors, docteur Erfstein, par exemple, est-ce que chez une personne chez qui la cause n'est pas neurologique, chez un adulte, on peut faire comme on fait par exemple à la femme après l'accouchement? La femme après l'accouchement, elle fait du tonus musculaire, je ne sais plus comment on appelle ça, de la rééducation périnéale. La rééducation périnéale, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à n'importe quelle... Non, mais chez n'importe quelle femme, alors, la rééducation périnéale, on peut le faire naturellement. Alors, si vous voulez, il y a encore un autre problème qui peut apparaître chez les femmes, c'est une distension du périnée avec des chutes de la vessie, du rectum ou de l'utérus. À ce moment-là, on peut régler le problème. Alors la rééducation périnéale a rapidement ses limites également. Là, à ce moment-là, c'est la chirurgie pour retendre un petit peu le périnée, et puis on en profite pour enlever l'utérus et peut-être même les ovaires. Enfin voilà, on fait un peu une chirurgie de manière à faire en sorte d'éviter les problèmes ultérieurs. Mais bon, si on règle ce problème-là, chez la femme, on réglera le problème de fuite urinaire. Chez l'homme, alors là, c'est la prostate qui est quand même le principal pourvoyeur de troubles de cette nature. Alors maintenant, un jour peut-être qu'on fera une émission sur la prostate. La conduite à tenir a vraiment complètement changé ces dernières années. C'est-à-dire que maintenant, on opère beaucoup moins souvent une prostate. On préfère la radiothérapie, des traitements qui sont quand même beaucoup moins invasifs, de manière à éviter ces troubles sphinctériens qui sont quand même problématiques. Parce que vous savez, être tout le temps mouillé, la journée ou la nuit, ça provoque, parce qu'un pipi d'adulte, c'est pas un pipi d'enfant. Ça provoque des champignons, un mal-être, on n'est pas bien. Puis après, ça peut donner naturellement tout son cortège de troubles psychologiques, parce
on est dans un mal-être qui est quand même assez insupportable. On peut plus sortir, enfin bon voilà, Ah juste oui, pour non, vous mais faire un c'est dessin. terrible. Enfin, Non, c'est c'est quelque chose terrible. d'épouvantable. On n'a plus de vie sociale. Parce Ah que non, 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 c'est non, terrible. non, c'est assez épouvantable. Ah ouais, ouais. Et ça touche à peu près quel pourcentage de personnes, on sait? Bah, je vous dis 30% au-delà de 30%. 75 ans. Ah oui, au-delà de Au-delà de 75 ans, c'est ce 75 qu'on ans. Et puis disait. naturellement, Ouais, les je faisais pas statistiques assez. changent en fonction des pathologies qu'on peut rencontrer. Mais bon, attends, nous les hommes, on aura un jour ou l'autre des problèmes de prostate également avec des petites fuites. Alors c'est pas forcément c'est pas vraiment de l'énurésie dans le sang, c'est pas forcément des fuites nocturnes, mais ça peut arriver aussi. Vous savez, il y a des types qui doivent se lever 30 fois la nuit. Bon, 30 fois j'exagère un peu, mais une dizaine de fois. Bon, il y a un moment, ils sont forcément dans une Ouais. situation où ils retiennent pas bien les urines et ils sont mouillés. Alors, docteur Wolf, on a bien défini maintenant l'énurésie chez l'enfant. Comment est-ce qu'on le traite? Déjà, si on peut identifier une cause évidente, on traite la cause, ça on en a discuté, c'est facile. Maintenant, il y a toute une partie qui est extrêmement importante, c'est la gestion de l'hydratation. Donc, comme je l'ai dit, il faut absolument que l'enfant vide le plus souvent possible sa vessie, déjà en journée. Ensuite, il faut éviter de remplir son corps de liquide à partir d'une certaine heure. En gros, on dit aux parents, à partir de globalement 18 heures, on ne donne plus à boire à l'enfant, si ce n'est après le repas, un petit peu, voilà, humecter sa bouche. Donc on évite de re-remplir la vessie à partir d'une certaine heure. Extrêmement important d'aller que l'enfant aille faire pipi avant d'aller dormir. Et encore une chose, c'est si les parents en ont le courage, la force, et c'est suggéré et recommandé, avant qu'eux-mêmes aillent dormir, de prendre l'enfant avant un éventuel accident, de l'emmener, mettre sur les toilettes et de le reposer dans son lit. Donc ça, il faut essayer cette espèce de cycle, de le refaire systématiquement tous les jours. La plupart du temps, c'est suffisant. Parfois, ça ne l'est pas. Alors, il y a des techniques que, personnellement, je sais qu'elles fonctionnent. Je ne suis pas un grand fan. Je laisse en général les parents les essayer, en tout cas sur une brève période. Ce sont tous les systèmes d'alarme. Alors, il y a des systèmes d'alarme au niveau des culottes des enfants ou des draps. C'est-à-dire que dès que l'enfant commence à faire pipi, ça vibre ou ça sonne, ça réveille l'enfant et du coup, il arrive à retenir son pipi, voire à se lever et terminer tout ça aux toilettes. Et puis, quand tout ça ne marche pas, eh bien, il y a le médicament qu'on peut donner en général aux alentours de 6 ans, qui est le fameux minérine, la desmopressine, qui va remplacer cette fameuse hormone antidiurétique dont j'ai parlé et faire en sorte que l'eau soit retenue par les reins et que l'enfant ne fasse pas pipi, même s'il a un sommeil profond. Et chez l'adulte, docteur Erfstein? C'est à peu près la même chose. C'est qu'on déconseille de boire après 18 heures, donc naturellement, pas d'alcool, une gestion un petit peu de ses quantités ingérées, enfin dire en liquide, de manière à éviter de se lever la nuit. Et puis, certains traitements qui peuvent fonctionner. Bon, les personnes qui ont des troubles de la prostate, il existe des médicaments qui relâchent un petit peu la pression au niveau de la prostate. Il existe des traitements, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui luttent contre cette hyperactivité vésicale, de manière à pouvoir ne pas avoir donc ces fuites urinaires la nuit. Ça marche un temps, on va dire. Alors, on a dit tout à l'heure que on a vu les effets psychologiques que ça pouvait avoir chez l'adulte, le renfermement sur soi, la vie sociale pas toujours évidente, etc. Et donc peut-être même entraîner des déprimes et des dépressions. Est-ce que chez l'enfant, c'est plus facile à gérer? Ce qui est extrêmement important, c'est de faire comprendre aux parents ou directement à l'enfant ou de manière indirecte que c'est quelque chose de fréquent. Et surtout, ce qui est important, c'est de déculpabiliser l'enfant. Il y a des enfants qui arrivent à l'âge de 6, 7 et 8 ans, qui font pipi. Ça ne les dérange pas plus que ça, puisque les parents eux-mêmes n'en tiennent pas rigueur, contrairement à d'autres parents qui peuvent parfois culpabiliser l'enfant. Tu as 7 ans, tu fais encore pipi au lit. C'est la dernière chose à faire parce que l'enfant n'en est absolument pas responsable. Donc, très, très important de déculpabiliser l'enfant parce que ça peut perturber ce qu'on appelle le bitaronasme, sa confiance en lui. Donc, ce n'est pas de sa faute et on est là pour l'aider. Il y a besoin d'une participation de l'enfant. Ce n'est pas toujours facile à comprendre qu'à partir d'une certaine heure, il ne faut plus qu'il boive. Mais l'enfant
peut en voir les effets positifs. Il y a encore beaucoup de pédiatres qui utilisent le système de calendrier avec des petits soleils et des petits nuages. Par exemple, quand l'enfant se lève sec, il y a un petit soleil, quand il y a un petit accident, un petit nuage avec des gouttes de pluie, ce qui permet de visualiser en fait les bons résultats. Donc, la confiance en soi, c'est important. Les enfants qui sont perturbés par ça, il faut vraiment les aider, parfois même aller jusqu'à une aide avec une psychologue, et surtout, je répète, parce que c'est pour moi essentiel, déculpabiliser l'enfant. Docteur Erstein, alors voilà, c'était la conclusion du docteur Wolf. Quelle serait la vôtre ? Écoutez, je vais abonder dans son sens. Absolument une déculpabilisation, de pas stigmatiser les gens qui ont ce genre de problème. Alors le souci, c'est qu'après, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il faut changer les draps régulièrement, faut mettre des haleines. Enfin voilà, c'est toute une gestion qui est un peu difficile. Alors en plus, dès qu'on est institutionnalisé, dès qu'on termine en EHPAD, alors là, ça devient, je vais pas dire le drame, mais c'est encore plus complexe. Mais je voudrais aussi parler un peu 30 secondes aller un peu chasser dans les terres du pédiatre. Moi, je vois encore trop souvent des parents qui me racontent, des enfants qui me racontent que les parents les ont envoyés à l'école avec le pyjama mouillé autour de la tête ou autour du cou en disant, voilà, comme ça, tout le monde se moquera de toi. C'est quelque chose qui est terrible, hein, l'énurésie chez l'enfant, qui est terrible, d'une manière du ressenti de l'enfant. Chez l'adulte, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'autogère de manière un peu plus facile. Et puis, la seule culpabilité qu'on peut avoir, c'est une auto-culpabilité. Il n'y a pas les parents derrière qui vous engueulent et qui vous traitent comme moins que rien parce que vous avez fait pipi au lit. Et puis, je crois qu'il est important de casser un peu ces idées reçues où absolument un enfant doit être propre à 5 ans, que s'il n'est pas propre après 5 ans, c'est forcément un problème. Vous savez, avant, on disait que les enfants étalaient dans le lit les problèmes de leurs parents, qui est complètement con, quoi. On veut dire que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Il y en a évidemment. C'est surtout dans les énurésies secondaires, hein, des enfants qui se remettent à faire pipi au lit parce qu'il y a un souci. En revanche, pour l'énurésie nocturne primitive, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que peut faire l'enfant ? Bon, chez l'adulte, il y a effectivement encore une fois des traitements qui peuvent exister, qui peuvent donner des bons résultats, traiter la cause, pas d'alcool bien entendu. Et puis, vous savez, c'est la vieille histoire du type qui fait pipi au lit, qui va voir un psychiatre. On dit, mais pourquoi tu vas voir un psychiatre ? Parce que maintenant, je m'en fous. Voilà, c'est-à-dire que c'est le gérer de cette manière-là aussi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, docteur Erstein. Merci, docteur Wolf, pour tous ces éclaircissements. Et voilà, pour les parents, pour même les adultes, à partir d'un certain âge, il ne faut pas culpabiliser. Voilà, merci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV. À très bientôt pour un nouveau duo de doc et avec Aurore à ma place la prochaine. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.